Bonjour, bienvenue dans les catacombes de l'Atelier Librairie, le livre voyageur. Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Rock et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 27 juin 2021. Alors, dans ma vidéo commise il y a quelques jours, je m'étais engagé auprès de vous à faire une vidéo à tous les jours jusqu'au 30 juin, inclusivement. Mais j'ai été terrassé, vaincu par l'incommensurable tâche de déplacer plus de 20 000 livres. Alors, ce que vous voyez ici, c'est... En fait, vous voyez, il y a des piles là qui sont en désordre. Des piles que je devrais trier à nouveau, mais ça a été retenu. Soit c'est des livres qui m'appartiennent, en tout cas du moins pour l'instant, ou soit c'est des livres que je destine à la librairie et, dans certains cas, à certains clients qui, je sais, sauront trouver leur bonheur avec ces livres. Alors, 20 000 livres, ça ressemble à quoi? 500 cartons que j'ai déplacés, qui étaient entreposés de manière temporaire dans l'atelier de Fabienne. Là, l'atelier de Fabienne est parfaitement dégagé. Le lancement de ce soir, je vais y revenir, je vais conclure la vidéo là-dessus, aura lieu dans son atelier. Le lancement de la 10e parution de la compagnie à numéro, la revue La compagnie à numéro, qui paraît de manière tout à fait irrégulière selon les aléas d'existence. L'existence passe avant les livres, n'est-ce pas? Et les moyens financiers. La contingence, autrement dit. Alors, ça ressemble à quoi déplacer 20 000 livres, qui est l'équivalent de 2 librairies de taille respectable. Alors, c'est 500 cartons qui étaient dans l'atelier de Fabienne, que j'ai pris un carton à la fois. J'ai traversé la librairie. J'ai descendu l'escalier. D'ailleurs, est-ce que j'ai des ecchymoses sur les bras? Ce qui faisait dire à Léa, ma belle-fille, que j'avais l'air d'un junkie. Alors, quand je suis allé chez le dentiste vendredi, j'ai pris bien soin de laisser mes bras des traces, les blessures, ces bras meurtris, cachés à l'abri de la technicienne dentaire et du dentiste. Alors, voilà. Alors, l'escalier que vous voyez, il est là. C'est un escalier qui est plutôt à pic. Alors, chaque carton que je prenais, je m'engageais résolument en me disant une chose. Concentré. Tu restes concentré. Mais le plafond est plutôt plus de 2 mètres et quelques centimètres, si vous préférez 6 pieds, 7 pieds. Mais il y a des tuyaux et il y a des fils qui le traversent, ce plafond. Alors, mon crâne, j'ai le crâne cabossé, j'ai des croûtes sur le crâne. Bref, je suis éreinté. Alors, 500 cartons, descendus laborieusement. J'ai mis 12 jours à accomplir cette tâche titanesque, insensée, qui représente ce sous-sol, ces catacombes représentent une catacombe, représente l'équivalent de l'inventaire de la librairie et une partie, quelques milliers de livres, je juge peut-être 3 ou 4 000 livres, sont des livres de ma bibliothèque perso. Ah, je ne rentre pas ici dans tous les détails, ils se sont retrouvés là parce que, bon, déménager l'appartement il y a 4 ans, déménager la librairie il y a 3 ans et demi. Alors, il a fallu, pendant cette période d'août 2017 à février 2018, déplacer 50 000 livres. Alors, j'en ai donné quelques milliers ici et là, et j'en ai donné encore aussi quelques milliers. Alors, il ne s'agissait pas juste de déplacer 20 000 livres, il s'agissait aussi de les examiner. Et j'ai créé donc des îlots.
Par exemple, il y a un îlot littérature québécoise. J'ai beaucoup de littérature québécoise. Beaucoup de poètes québécois. Tant et si bien que je me disais, comment ça se fait qu'il y a tant de poètes au Québec? Comment ça se fait que le Québec... c'est quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Je ne vais pas y réfléchir ici, là, devant vous, mais assurément, ça signifie quelque chose. Est-ce un reliquat de notre passé religieux où la parole était à la fois empreinte d'espérance avec un élément de sacré, un élément de conversion aussi, parce que la colonie, pardon, la colonie française qui s'est établie en terre d'Amérique avait également une vocation messianique. Le clergé a totalement disparu et peut-être a-t-il été remplacé d'une certaine manière par les poètes, les écrivains qui ont la tâche de maintenir la flamme de l'espérance, la flamme de la langue, parce que c'est invraisemblable toute cette production. Alors, je l'ai ressenti dans mon corps, cette production. Hein? En fait, même cette production m'a presque terrassé. Alors, est-ce qu'on a envie d'être poète après avoir déplacé autant de cartons, une espèce d'atlas libraire, je ne sais trop. Alors donc, j'ai créé des îlots où les formats poches sont avec les formats poches, les grands formats sont avec les grands formats. J'ai mis une date sur la boîte, me permettant de mesurer, parce que plusieurs de ces boîtes, tenez, j'en ai une ici, c'est marqué mai 2018. Bon. Alors, c'était Bélanger à vérifier, mai 2018. C'est vérifié maintenant et c'est une boîte d'auteurs québécois datée du 20 juin 2021. Alors, c'est quoi le plan au fond? Le plan, c'est un inventaire de fous, plus de 20 000 livres. Cet inventaire-là doit diminuer d'ici les 24-36 prochains mois. Si je m'aperçois dans 24 ou 36 mois que rien n'a bougé, que les arrivages sont nombreux à l'atelier librairie, que je n'arrive pas à faire diminuer cet inventaire que personne n'est en mesure de voir, eh bien je devrais sans doute peut-être tout vendre d'un bloc, peut-être mettre une jeune personne à la tête d'une deuxième librairie. Mais comme le dit mon collègue René Faneuf, ce distingué et admirable collègue, il faut avoir ça dans le sang. Cette expression-là, avoir ça dans le sang, ce désir de livre, ce désir de travail physique aussi. Alors pendant 12 jours, j'ai déplacé 20 000 livres à moi tout seul. Alors ça, c'est un exploit assez considérable. Mais en même temps, ce qui a été une expérience assez, d'une certaine manière, assez éprouvante, c'est bon de retrouver évidemment des livres qui m'ont appartenu, de voir aussi à une époque, déjà un peu lointaine, où sur la page de garde, j'écrivais mon nom. À un moment donné, je dis, l'impermanence, c'est inutile, vanité des vanités, débarrassons-nous de mon nom. J'ai conservé que la date pour assurer laisser une trace, voir où j'en suis avec ma propre vie. Et puis, la date a fini par lever le camp aussi. Alors maintenant, il y a des livres que j'ai lus où on y retrouve, par contre ça discrètement, de petites annotations ou de petits passages avec des mots-clés que j'ai jugé importants pour une éventuelle relecture. Éventuelle relecture qui, dans bien des cas, eh bien, n'est jamais survenue. Tant et si bien que de remuer toute cette poussière, toute cette poussière sur les livres, hein, la poussière, la compagne des livres, la poussière, la compagne de l'existence aussi.
Eh bien, ça m'a donné un peu des moments splénétiques, des moments baudelairiens, de nostalgie, le temps qui passe et le temps qui reste. On fait des plans sur la comète, hein, une comète qui laisse derrière elle une traînée de poussière, justement. Et notre propre vie, c'est... On traverse l'existence comme une comète, en laissant derrière nous des projets réalisés parfois, des désirs, toujours, rarement assouvis. Une vie heureuse, c'est peut-être ça aussi, c'est l'assouvissement des désirs d'enfance. Pour ma part, je suis dans mon exaltation d'enfant. Mais ça a ramené aussi d'ailleurs, c'est là-dessus que je vais conclure avec 2 sujets. Mais ça a ramené aussi des souvenirs de libraire. Alors, et je vais conclure la vidéo en vous invitant ce soir à un Facebook Live qui aura lieu aux alentours de 17h30 concernant le lancement de Sortie de route, la 10e livraison de la compagnie à numéro, lancement qui aura lieu dans l'atelier de Fabienne. Alors, on ne prévoit pas qu'il y aura beaucoup de personnes parce qu'il y a encore des mesures sanitaires en vigueur. Mais on va quand même être ravis, réjouis de retrouver les amis qui nous auront fait le bonheur, l'honneur d'avoir participé à ce collectif. Alors, je vais vous raconter quelque chose maintenant. Je vais vous montrer quelque chose. D'Holbach. Bon. Histoire critique de Jésus-Christ. Publié chez Coda. Dans la collection Coda Poche. Je vous le remonte. Mais voilà. Il est spiralé. Hein? Mais pourquoi? Alors, je vous raconte. Ah, puis tenez, je vais vous montrer autre chose aussi. Denise Simenon. En fait, tout a commencé par Denise Simenon. Un oiseau pour le chat. Alors, c'est quoi? C'est l'autobiographie de la femme de Georges Simenon. Une Québécoise. Denise, son nom de famille m'échappe soudainement. Alors, elle raconte ses tribulations avec Georges Simenon. C'est des confessions qui sont plutôt glauques. Je pense que Simenon s'était retenu de ne pas poursuivre la Denise en question. Alors un jour, ça devait être quand donc? Peut-être une dizaine d'années, je reçois un coup de téléphone d'un homme qui cherche ce livre-là, qui est assez rare, qu'on trouve peu dans les librairies, mais avec les divers sites de libraires sur Internet, somme toute, c'est assez facile de le trouver. Alors qu'il cherche désespérément ce livre, car il a tout lu Simenon, il a pratiquement tout lu ce qu'on a écrit sur lui, et Dieu sait que c'est considérable, mais celui-ci manque à sa collection. Alors il me le demande si je peux le trouver. Alors je lui explique que oui, il peut le trouver plutôt facilement sur un site de libraire Internet. Alors il m'explique qu'il n'est pas en mesure de le faire car il est très très lourdement handicapé et il n'a pas d'ordinateur. Et il souhaiterait que moi je le trouve et que j'aille lui porter. Et pour ce faire, il m'offre une somme qui dépasse largement le coût du livre, en incluant, selon ses propres propos, que j'y ajoute une marge bénéficiaire importante et que j'aille lui porter. J'ai commandé le livre, plutôt facilement, qui était à un prix très 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 raisonnable. Je le recontacte à nouveau, je lui dis, voilà, monsieur, j'ai trouvé votre livre, je suis en mesure de vous le livrer. Alors, il me propose une somme toute importante pour le faire. Je me déplace et je me retrouve
dans un centre de soins de longue durée pour à la fois personnes très âgées et personnes très lourdement handicapées. Un centre en bordure d'une bretelle d'autoroute, un endroit d'une tristesse infinie, tant dans l'urbanicide, c'est un crime, hein, de créer autant d'horreurs je ne peux pas concevoir qu'on vive parmi autant de choses monstrueuses sans sombrer dans une parfaite dépression. Alors, c'est situé aux abords d'une bretelle d'autoroute. Le bâtiment est d'une tristesse à pleurer. Et dans ce bâtiment, il y a quelques personnes atteintes de maladies dégénératives. Grand parkinsonien, Alzheimer. Alors, ça ressemble également à une prison parce que certains de ces grands malades ont parfois la tentation, le désir de s'échapper de la prison. C'est pas parce que tes facultés cognitives sont gravement amoindries que le désir de liberté, lui, est entamé. Alors, les portes sont verrouillées électroniquement. Il y a une espèce de guérite à l'entrée, surveillée électroniquement en même temps. Les chambres se referment automatiquement. Alors, c'est conçu comme une prison. Alors, déjà, en entrant dans ce bâtiment, la tristesse m'a envahi, parce que la tristesse, la colère presque, parce que c'est inimaginable de faire ça à son frère humain. Tout ça sous prétexte de compassion. Et ces endroits, en plus, ils sont dispendieux. Hein. Ça coûte cher être là. Ça coûte très cher. Parce que et c'est des gens qui paient de leur poche. Le gouvernement en paie une partie, mais la plupart ce qu'on qualifie de bénéficiaires, on se demande de quoi ils bénéficient, mais bon. Alors, paient avec leur argent. Alors, finalement, j'entre dans la chambre. Et tout de suite, le monsieur me dit, en rigolant, « Je ne vous imaginais pas comme ça. » Et moi, du tac au tac, de lui répliquer, « Vous m'imaginiez comment? » Je vous imaginais maigre, osseux, avec beaucoup de cheveux et avec une triste mine. Je vous imaginais presque comme une sorte d'individu, un triste cire. Tout ça, il me dit ça avec un large sourire. Moi, je n'avais pas figuré à quoi il pouvait ressembler. Ce monsieur, il m'avait dit qu'il était très lourdement handicapé. En effet, il était lourdement handicapé. Il avait subi quelques AVC qui l'avaient laissé pratiquement paralysé sur tout le corps. Les deux seules parties de son corps qui n'avaient pas été atteintes, c'était son cerveau et sa main droite. Et dans sa chambre, il y avait éparpillé un peu partout, en pile, des livres. Et pour pouvoir tourner les pages, des livres comme ça, transformés en spirale, il avait, pour pouvoir tourner les pages avec sa seule main, son seul bras valide, il fallait que les pages tiennent. Alors il dévorait les livres comme ça, comme une espèce d'ogre amoindri, mais dont la vivacité et dont l'imagination débordante faisait qu'il était plongé sans arrêt dans ses livres. Alors, et livres qui réussissaient je ne sais comment, à obtenir, puisque il semblait assez seul. Peut-être que le personnel infirmier
de ce centre allait lui faire des courses, sans doute vu ses grandes capacités à rémunérer généreusement le travail, alors sans doute il ne devait pas se faire prier. Et c'est un grand passionné. J'en parle au passé parce que sans doute il n'est plus de ce monde, mais il m'avait expliqué, bon, qu'il avait eu plusieurs AVC, mais qu'il avait eu une vie. Il regrettait rien de sa vie. Il avait commis toutes sortes d'abus, d'alcool, de drogue, de femmes. Il avait vécu à 100 000 à l'heure. Il avait travaillé comme un dingue. Il avait fait un paquet de pognon. Ça, je veux bien le croire. Et en fait, je veux bien croire le reste aussi. Parce que il n'avait pas l'air malheureux. Vous voyez? C'est ça qui est étonnant. Vous imaginez-vous, vous êtes allongé en permanence, vous ne pouvez pas bouger, il vous reste votre cerveau, la main droite, et c'est tout ce que vous avez dans la vie. C'est tout ce qui vous reste. Et peut-être un compte de banque relativement bien garni. C'est tout ce qui vous reste. Et des tonnes de livres éparpillés autour du lit. Mais il n'était pas malheureux. Et on a eu une sorte de... Bon, moi, j'ai pas eu la vie qu'il a eue. J'espère que je n'aurai pas à subir non plus des AVC à répétition qui vont me laisser si lourdement handicapé. Mais pouvoir arriver au terme d'une vie tumultueuse, sans aucun doute, dire qu'on ne regrette rien, et avoir une mine réjouie, il était frais rasé aussi, ça m'avait frappé. Il avait le teint rose, hein, il était assez corpulent, vous disais-je, et il avait la peau comme celle d'un bébé, hein, pratiquement pas de rides, malgré un âge quand même, somme toute respectable. Et il me disait donc n'avoir eu aucun regret, qu'il avait brûlé la chandelle par les deux bouts, et que si c'était à refaire, il le referait. Alors, notre relation s'est poursuivie pendant quelque temps. Je suis allé à quelques reprises lui apporter des livres qu'il n'arrivait pas à trouver. Sans doute c'était le personnel soignant qui devait les lui acheminer. Et à chaque fois, il me payait très généreusement. Et il ne choisissait pas non plus. Des fois, je trouvais qu'il exagérait. Mais non, il tenait. Puis... Alors, on a développé une sorte de lien, d'amitié, je dirais. Mais à chaque fois, pour moi, c'était une épreuve de voir dans quel lieu carcéral, hein, c'est pour ton bien, dans quel lieu carcéral dans lequel il vivait. Alors, lorsque j'ai retrouvé ce... Parce que oui, l'autre chose, il me donnait parfois des piles. Ah, prenez cette pile. Bon, je comprenais aussi que sans doute il fallait qu'il dégage un peu sa chambre, mais moi, je lui expliquais que c'était bien gentil, mais que pour moi, revendre un livre où il n'y a plus d'eau, hein, où il n'y a que des spirales, c'était difficile. Et alors, j'ai dû en redonner quelques-uns à d'autres organismes caritatifs, mais je sais que je m'en suis gardé quelques-uns pour me souvenir de cet homme. C'est ça aussi qui est bizarre, la vie. Vous voyez, on fait des rencontres, hein, parfois qui sont très, très de courte durée, des rencontres fugaces, des rencontres... mais il suffit d'une seule chose, il suffit d'un seul élément qu'une personne nous offre pour qu'à quelque part, ça modifie notre rapport à l'existence. Des fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, il faut couper ses ongles d'orteil. Les garder toujours très courts parce que des ongles d'orteil longs, ça enlève de l'énergie. Oui, c'est une phrase toute bête, mais cette personne-là, elle est rentrée dans ma vie, elle m'a dit ça. En fait, c'est la seule chose qu'elle m'a apporté. Hein? Mais c'est fondamental. Avoir de l'énergie. Bon, évidemment, je garde mes ongles d'orteil courts, comme mes ongles de doigts aussi, mais bon. Mais je garde toujours présent à l'esprit les ongles d'orteil longs, outre le fait que ça fait des trous dans les chaussettes. Ça sape l'énergie des ongles longs.
Alors, cette personne est apparue dans ma vie et elle m'a apporté ça. C'est peu de choses, vous allez me dire, mais ce peu de choses-là a un impact considérable. Eh bien, ce monsieur m'a appris, ou en tout cas m'a conforté, en fait, dans cette idée que la puissance de l'esprit, la puissance de l'intellect, la puissance de l'imagination, au fond, rien n'était plus important à part l'amour. Rien n'était plus important dans l'existence. Alors qu'on pouvait n'être plus qu'un corps amorphe avec un seul membre vaillant, un esprit intact cependant, ça, c'est plus d'esprit, tout est foutu, mais qu'on pouvait quand même lire D'Holbach, qu'on pouvait quand même lire Simenon, on pouvait quand même lire Michel Onfray. J'étais un grand fan de Michel Onfray. Et puis, il y avait quoi faire aussi. Hein? Mais ça, les Michel Onfray, il n'y avait pas de difficulté à les trouver. Il y en avait partout dans la chambre, des Michel Onfray. J'en ai rapporté quelques-uns ici, qui doivent être... ça appartient à ma bibliothèque perso, parce que, comme je vous dis, ça n'a pas d'intérêt au niveau de la revente. Mais c'est lié à des souvenirs qui me sont propres. Alors, voilà. Alors, et quant au livre de Denise Simenon, c'est un assez mauvais livre. Hein, et c'est assez... oh oui, c'est glauque. C'est glauque. Mais bon, mais en même temps, si on veut avoir une clé, c'est quand même la femme de Simenon. On raconte là-dedans que Simenon avait une énergie sexuelle inimaginable. Hein. Il prétendait avoir fait l'amour avec 10 000 femmes, je pense. Mick Jagger, c'est 8 000. Alors, c'est assez... On ne peut pas imaginer ça. En fait, ce sont des obsédés de vie, des obsédés sexuels, mais aussi des obsédés de vie. Des gens qui sont dans une vitalité inimaginable. Qu'est-ce qui se passe quand on rentre dans un cycle d'une telle vitalité? Je pense que ça peut nous entraîner très, 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 très loin. Mais bon, ça peut offrir des clés. Elle allait, oui, donc, elle participait, elle allait dans les bordels avec lui. Voilà. Et pour elle, ils se partageaient les mêmes femmes. Alors, vous voyez un peu le genre de complicité. Il y avait quelque chose de l'ordre de bataille hein, chez Simenon. On pourrait dire l'influence inconsciente de Georges Bataille dans l'œuvre de Georges Simenon. Les deux Georges, hein, ouais, les deux Georges forment la paire. Pour les Simenoniens, est-ce que ça se dit ça? Simenoniens, oui, sans doute. Eh bien, c'est une clé. Une drôle de clé, mais c'est une clé pareille. Alors ce soir, oui, 17h30, il y aura un Facebook Live. Si vous voyez cette vidéo, si vous écoutez cette vidéo qui va être mise en ligne dans pas très longtemps, eh bien, je vous invite à l'atelier librairie, le Livre Voyageur, le 2319 rue Bélanger, à l'angle de Louis Aymon, autre écrivain français, mort en Ontario, et à qui on doit Maria Chapdelaine, ce roman pétainiste avant l'heure, comme le dit Léon Verte. Hein? Un roman pétainiste avant l'heure. La formule est extraordinairement bonne. Et on y lance donc le collectif. Alors, il y aura sans doute ce soir quelques auteurs présents, nous le souhaitons. Mais vu la situation sanitaire, sans doute, il n'y aura pas foule. Mais on va se réunir autour du vin de l'amitié, quelques croustilles, des pointes de pizza qui sont à l'honneur avec la chevauchée glorieuse des Canadiens. Ce n'est pas la quête du Graal, mais c'est la quête de la pointe de pizza. Eh bien, on va sans doute passer une agréable soirée. Et par avance, on se fait une fête de retrouver ces gens qui ont eu l'amitié de nous offrir des textes. Alors, je vous remercie. Et peut-être ce soir, je réapparais, c'est sûr. Je ne sais pas si je vais être capable de tenir mon engagement fait il y a quelques jours, parce que je suis laminé. Hein. Vous imaginez... en fait,
je vais y aller avec une dernière vantardise. Hein. Je ne suis pas à une roublardise près. Je ne crois pas qu'il y a aucun libraire dans le monde francophone. Hein. Peut-être qu'il y a un ou deux libraires américains assez déjantés qui auraient pu faire ce que j'ai fait dans les 12 derniers jours. Je ne vois pas ça. Je ne méprise aucun de mes confrères. Mais parfois, il m'arrive d'aller dans certaines librairies et ce ne sont pas des foudres de guerre, hein, il va sans dire. Ils sont longs, c'est poussé, c'est lent. On place un livre, on en place un autre. Et certains se traînent de rayonnage en rayonnage. On a l'impression que Gaston Lagaffe et leur sein... non pas tutélaire, mais leur sein... enfin, le mot m'échappe. Enfin, leur emblème, en tout cas leur modèle. Ah, c'est long, c'est laborieux, c'est lent. Mais en 12 jours, j'ai accompli la tâche sans doute de 4-5 libraires aguerris. Faut bien que je me vante, hein, les marques sur mes bras, les bras meurtris, le crâne cabossé, que je m'auto-encense un peu, que je me lance des fleurs soigneusement confectionnées, ben écoutez, faut quand même le faire. On n'est jamais si bien servi que par soi-même, hein, au niveau de la bonne opinion qu'on peut avoir sur soi. Il faut toujours avoir une bonne opinion de soi quand même. Et puis, la critique, ben, elle vient toujours de toute façon. Elle est toujours acerbe, elle est toujours féroce, elle est toujours... Et ça aussi, je vais conclure là-dessus. Parce que je m'aperçois en vieillissant, peut-être c'est ça aussi l'image de cet homme foudroyé par la maladie, qui n'a aucun regret, qui, avec sa seule main vaillante, avale la production sans fin de Michel Onfray, et qui ne regrette rien. Et lui, il n'était pas dans l'esprit critique. Alors c'est ça que moi, plus j'avance dans l'existence, plus l'esprit critique me fatigue. Et j'ai souvent à le subir, les intellectuels, évidemment. C'est ça leur tâche, hein, c'est de critiquer. C'est d'être des empêcheurs de tourner en rond, disent-ils. De foutre le bordel, disent-ils encore. Ou de défendre certaines valeurs, disent-ils encore. Et moi, l'esprit critique, là, j'en arrive à penser que c'est leur esprit qui est dans un état critique. Qu'au fond, je n'ai qu'une seule envie, c'est d'aimer, c'est d'admirer, c'est de respirer pendant qu'il est encore temps. C'est de profiter de la lumière du jour, de la poésie, de mon amoureuse. Cette expérience de l'existence qui est quand même assez... je suis pas sûr que les gens réalisent à quel point vivre, c'est quelque chose d'inouï. Alors, et puis que l'organisation domestique sans fin de l'existence est quelque chose de, somme toute, assez ennuyeux et d'assez harassant. Alors, j'aimerais penser qu'aujourd'hui, je m'approche du moment où je ne serai que dans l'acceptation inconditionnelle des choses de la vie. Voilà ce que ce grand oiseau foudroyé par des AVC multiples et qui a eu une vie de bâton de chaise m'aura appris, entre autres. Je sais qu'il n'est plus de ce monde. Il n'est plus de ce monde. Et nous aussi, on ne serons plus de ce monde. Voilà. C'est tout. Alors, à ce soir. Merci.